On débute tout de suite ce Lex Inside. On va parler décision automatisée et RGPD avec Éléonore Favero, avocate associée au sein du cabinet Adlan Avocat. Éléonore, bonjour. Bonjour Arnaud. Alors, l'utilisation d'algorithmes pose de nouveaux défis juridiques, notamment en matière de transparence et de droit d'accès des personnes aux décisions automatisées fondées sur le profilage. Comment définiriez-vous une décision automatisée au sens de l'article 22 du RGPD? Alors, je vais commencer tout d'abord par la distinguer un peu du profilage parce qu'on confond souvent les deux. Donc là, un profilage, ça va être un traitement de données personnelles qui sera utilisé à partir d'un individu en vue de pouvoir prédire son comportement ou de déterminer un peu, d'analyser ou de prédire son comportement. Et tout cela va reposer donc sur l'établissement d'un profil individualisé et en vue d'émettre un jugement ou des conclusions sur cette personne. La décision automatisée, elle, va vraiment désigner une décision qui est prise sur un individu entièrement par un algorithme et qui va avoir des effets juridiques ou si vous l'affectez de manière similaire et significative sans qu'il y ait aucune intervention humaine. Donc pour la décision automatisée, il y a deux critères principaux. Il y a tout d'abord la prise de décision automatisée, sans intervention humaine, et surtout l'effet juridique sur la personne concernée. Bon, on a les décisions, les définitions bien en tête et on va parler d'une décision importante en la matière, un arrêt du 27 février 2025 qui apporte plein de précisions sur justement les décisions entièrement automatisées et le droit d'accès des personnes, un droit d'explication à ce qui est la décision qui fonde cette décision automatisée. Mais avant de revenir sur cette décision, projetons-nous sur le droit antérieur. Quelles étaient les obligations de transparence imposées aux entreprises qui utilisaient ces algorithmes avant cet arrêt du 27 février 2025? Alors le RGPD imposait aux entreprises de fournir aux personnes concernées une information qui soit claire, intelligible et facilement accessible. Et pour cela, il y avait vraiment tout simplement décrire, c'était vraiment une exigence de description globale de l'algorithme. Il n'y avait pas besoin de fournir l'entièreté du code ou de toutes les formules mathématiques sur lesquelles il s'appuie. C'est vraiment la logique sous-jacente à cet algorithme. Et il y avait une grande limite qui était celle du droit des tiers, qui était posée par l'article 63 du RGPD et qui disait que le secret des affaires ou généralement la propriété intellectuelle et en particulier le droit d'auteur appliqué au logiciel permettait de refuser l'accès, en tout cas l'information des personnes concernées sur ce fondement-là. Et donc, l'arrêt du 27 février 2025 est arrivé et dans cette décision, la CJUE exige une explication claire et compréhensible des logiques algorithmiques qui sont utilisées. Concrètement, que doivent divulguer les entreprises? Alors effectivement, l'arrêt de la CJUE va venir augmenter le niveau d'information et en renforçant du coup cette obligation de transparence. Donc désormais, les entreprises vont devoir fournir donc ces informations qui seront intelligibles et pertinentes, mais du coup, lesquelles sont pertinentes. Donc on va d'abord demander quelles sont les données personnelles qui sont utilisées dans le cadre d'une décision automatisée. Ensuite, de quelle manière sont traitées ces données pour aboutir à la décision. On va aussi devoir communiquer les paramètres et les variables d'entrée qui sont utilisées dans l'algorithme et également l'incidence de ces paramètres sur le résultat final. Parce que par exemple, on peut demander plusieurs critères, mais tous n'auront pas la même importance ou la même Bien pondération. sûr. Et aussi, on va souvent devoir donner la raison pour laquelle une personne est associée à un certain résultat. Pourquoi, par exemple, dans le cas d'une banque, tel score de solvabilité va être attribué à telle personne. Donc, là encore, il ne s'agit pas de vous divulguer l'algorithme complet, mais on va devoir fournir une explication surtout fournie et beaucoup plus pertinente, et c'est là que tout se cache, sur les méthodes utilisées. Si pour décrypter un peu la décision, l'idée c'est que l'utilisateur puisse comprendre ce qui a fondé la décision algorithmique, c'est ça? Voilà, vraiment de se placer du point de vue de l'utilisateur et du coup de fournir une explication qui se basera sur le niveau de l'utilisateur. Ainsi, plus on aura des utilisateurs qui sont
pas forcément aguerris, non professionnels, voire peut-être des mineurs ou des personnes fragilisées, plus les explications devront être claires et compréhensibles. Alors, dans le même temps, dans cette décision, donc on a une obligation de transparence qui est renforcée, mais cette obligation, elle doit être conciliée avec la protection du secret des affaires. Concrètement, comment on va concilier cette obligation de transparence avec la protection d'algorithmes propriétaires avec le secret des affaires? Alors, il va falloir trouver un peu un équilibre entre les deux, parce qu'effectivement, dans son arrêt, la Cour de justice de l'Union européenne reconnaît que le droit d'accès à ces informations sur la logique de l'algorithme va venir entrer en conflit avec la protection du droit d'auteur ou du secret des affaires. Et elle considère que désormais, ces droits-là ne peuvent justifier un refus absolu de communiquer ces informations aux personnes concernées, ce qui était le cas avant cette décision. Et ainsi, elle va proposer un mécanisme qui est que le responsable de traitement remettra soit aux juridictions compétentes, mais aussi généralement aux autorités de contrôle, les informations, toutes les données relatives à l'algorithme. Et ce D'accord. sera cette autorité de contrôle qui va pondérer entre les intérêts et les droits en jeu afin de pouvoir déterminer l'étendue du droit d'information et du droit d'accès auquel aura droit les personnes concernées. Et la Cour précise bien que les États membres n'ont pas le droit, enfin ne doivent pas, adopter des dispositions nationales qui viendraient interdire ou viendraient diminuer le droit d'accès lorsqu'il y a le secret des affaires ou les droits de propriété intellectuelle en jeu. Alors, on comprend que la conformité à la jurisprudence européenne suppose la mise en œuvre de mesures adaptées. Quelles mesures faut-il prendre? Alors il y a à la fois des mesures techniques qui peuvent être, par exemple, forcément établir une documentation détaillée des algorithmes Bien sûr. et évidemment maintenir cette documentation tout au long de l'évolution et de les mises à jour des algorithmes. Il peut être aussi pertinent d'avoir des systèmes d'explication automatisés où les personnes concernées viendront faire une demande d'explication et le système pourra générer automatiquement des explications claires et compréhensibles. Il y a aussi forcément prévoir des interfaces utilisateurs qui seront un peu conviviales, qui vont permettre aux personnes de trouver facilement l'information. Ensuite, il y a des mesures organisationnelles, donc au sein de l'entreprise en interne. Donc évidemment, on ne peut pas passer outre l'analyse d'impact, qui est une analyse qui va permettre de évaluer l'importance et les risques du traitement qu'on met en œuvre sur les droits et les libertés des personnes. Et également, il y aura la nécessité d'intégrer cette exigence de transparence dès la conception des systèmes, donc dans le concept de privacy by design. Il y aura aussi forcément une formation du personnel, où on va devoir les sensibiliser à la fois aux obligations légales auxquelles est tenue l'entreprise sur la transparence, mais également aux différentes procédures internes qui sont mises en place. Et enfin, il y aura évidemment une mise en balance des intérêts, où on devra savoir évaluer au cas par cas, pour chaque système d'utilisation, utilisant des décisions automatisées, la nécessité ou non de diffuser une information, et au contraire, est-ce qu'elle est protégée, et éventuellement prévoir l'intervention de l'autorité de contrôle si cela est nécessaire. Donc, on voit que les conséquences sont importantes, beaucoup de mesures à mettre en œuvre. Rapidement, quelle perspective cette décision ouvre? Alors, on va vers une transparence beaucoup plus effective et beaucoup moins symbolique. Et surtout, on repousse les limites de cette transparence. Donc, on demande vraiment une transparence substantielle et compréhensible. Et donc, on va vraiment vers une conformité qui est vraiment formelle. Donc, on redéfinit un peu l'équilibre entre innovation et droits fondamentaux, où on va pencher un peu plus en faveur des droits fondamentaux. Mais surtout, on remarque un peu une convergence entre l'IA Act et le RGPD, où on a vraiment cette jurisprudence vient créer un peu un cadre européen unique qui est centré sur les droits fondamentaux, la transparence et l'exigence d'une supervision humaine. Ce sera le mot de conclusion. Merci Éléonore Favreau. Je rappelle que vous êtes associée au sein du cabinet Adlan. Tout de suite, l'émission continue. On va parler du régime des nullités en droit des sociétés.